L'identité nationale unifiée est absolument essentielle à la réussite d'une démocratie. Dans cet épisode, je m'entretiens avec John O'Sullivan, ancien conseiller en politique de Margaret Thatcher, dont il rédigea les discours, ancien rédacteur en chef de National Review et rédacteur exécutif de Radio Free Europe. Aujourd'hui, il est président du Danube Institute, un think tank basé en Hongrie. Son dernier livre s'intitule Sleepwalking into Wokeness: How We Got Here. Si nous poursuivons sur la voie du multiculturalisme, nous nous dirigeons vers une politique woke toujours plus agressive, qui poussera les gens à considérer leurs voisins comme des ennemis. Bienvenue dans American Thought Leaders, je suis Jan Jekielek. John O'Sullivan, c'est un plaisir de vous recevoir dans American Thought Leaders. Yann, je suis ravi d'être ici, merci de m'avoir invité. Parlons de ce qui s'est passé lors de la récente élection aux États-Unis d'un point de vue européen. Je pense que les réactions en Europe sont une version amplifiée de celles qu'on a pu voir en Amérique. Si l'on regarde les 3 ou 4 mois précédant réellement l'élection, tout le monde, ou du moins tout le monde entre guillemets, s'attendait à une victoire de Kamala Harris. C'était vu comme l'issue la plus probable, tandis qu'une victoire de Trump semblait aussi improbable que de l'eau coulant vers le haut. Le Trumpisme était perçu comme une idéologie dépassée, sans place dans le monde moderne. Puis, aux États-Unis, il y a eu un immense soulagement lorsque Trump a effectivement gagné. Et surtout, aucune des émeutes ou réactions violentes anticipées en cas de victoire de Trump ne s'est produite. Rien. Ces 2 éléments sont révélateurs. En Europe, pratiquement personne ne s'attendait à une victoire de Trump, alors qu'aux États-Unis, un certain nombre de personnes considéraient cela comme une possibilité réelle. Ensuite, face à la réaction américaine, les Européens ont commencé, je pense, à ajuster leur propre perception. Soudain, même s'ils restent méfiants envers Trump, et ils le sont toujours, notamment parce qu'il s'est amusé à les provoquer en suggérant qu'il pourrait annexer le Canada ou le Groenland, beaucoup commencent à relativiser. Les gens se disent que si l'on regarde son premier mandat, ce n'était finalement pas si catastrophique. Sa politique économique a été un succès. Quant à ses propositions en matière d'expulsion de migrants, elles ne constituent pas en réalité une rupture radicale. Il y a eu de nombreuses expulsions sous Obama et à l'époque, personne ne voyait cela comme la fin du monde. En réalité, beaucoup des mesures qu'il propose sont en phase avec ce qui se passe aujourd'hui, non seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe. L'immigration, autrefois un sujet parmi d'autres, est devenue la question centrale. Le multiculturalisme, qui était perçu comme une évidence morale, est désormais vu avec crainte car il a causé de grandes tensions dans les sociétés européennes. C'est pour cette raison, entre autres, que certains commencent à voir Trump comme quelqu'un qui dit des choses pertinentes et importantes. En ce qui concerne le multiculturalisme, j'ai grandi au Canada et d'ailleurs nous avons un large public pour cette émission là-bas. Ce que vous décrivez semble refléter la réaction canadienne aussi. Le multiculturalisme est une invention canadienne. Il a été conçu par Pierre Trudeau et son fils l'a poussé à son extrême logique. En quelque sorte, il a fait en sorte que le Canada soit dépossédé de culture et de son identité, au point où il devient presque impossible de définir ce qu'est un Canadien. Vous êtes Canadien ? J'ai moi-même vécu au Canada pendant près de 3 ans et j'ai adoré Toronto, j'ai adoré le pays. Mais ils ne se perçoivent pas comme un grand peuple. En réalité, les Trudeau ont tout fait pour qu'ils ne se considèrent même plus comme un peuple. Je pense que le multiculturalisme, tel qu'il s'est développé au Canada, a conduit à une société dysfonctionnelle sur bien des aspects. Pourtant, le Canada reste un pays magnifique, et je pense que nous sommes probablement d'accord là-dessus. D'ailleurs, de nombreuses personnes venues d'Europe de l'Est choisissent de s'y installer justement parce qu'elles s'y sentent bien accueillies. C'est une réalité que j'ai pu constater durant mon expérience à Radio Free Europe. Mais une identité nationale ne peut se limiter à être simplement non américaine.
Quand je vivais au Canada, j'ai souvent eu l'impression que lorsqu'on demandait à un Canadien ce qu'il était, la première chose qu'il répondait, c'était « Je ne suis pas un Américain », comme si c'était la première étape de son identité. C'est peut-être pour cela que Trump s'amuse à suggérer l'idée que le Canada pourrait devenir le 51e État. Bien sûr, il ne le pense pas sérieusement, mais le simple fait d'avoir lancé cette idée a suscité une réaction immédiate de scepticisme et d'hostilité au Canada. Justin Trudeau a qualifié le Canada de premier État post-national. L'idée du post-nationalisme est une illusion si vous êtes un État. Un État ne reste pas simplement post-national, il devient autre chose. Un État qui rassemble de nombreuses nationalités, cela s'appelle un empire. Et le problème des empires, c'est que ces différentes nationalités ne coexistent jamais en parfaite harmonie. Elles finissent par se disputer et parfois même par s'affronter par les armes. Dans une telle structure, il faut une classe dirigeante qui assure l'équilibre, qui négocie des compromis entre ces groupes et qui veille à leur application. Cela revient à ce que les autorités comme la police sont perçues par les citoyens du pays comme un pouvoir extérieur. L'État n'est plus vu comme notre État, nos dirigeants ne sont plus nos représentants, ce sont des technocrates, une élite détachée qui impose des décisions plutôt que de refléter la volonté populaire. Et peu à peu, les citoyens en viennent à penser qu'ils ne sont pas traités équitablement. Ce que l'on observe aujourd'hui en Angleterre et au Canada, et de manière moins marquée aux États-Unis, c'est que les conflits ancestraux se rejouent sur le sol des pays d'accueil. C'est pourquoi une identité nationale unifiée est absolument essentielle à une démocratie prospère. Je peux avoir des racines polonaises ou indiennes, mais avant tout, je suis américain. Ma loyauté va à ce pays, c'est pareil en Grande-Bretagne ou ailleurs. Dans ce cadre, nos dirigeants sont nos représentants. Ils viennent du peuple, ils pourraient être n'importe lequel d'entre nous. Lors des prochaines élections, ils redeviendront peut-être de simples citoyens comme tout le monde. C'est cette connexion avec la population qui garantit l'harmonie sur le long terme. Or, le multiculturalisme nous pousse à croire exactement l'inverse. Il nous habitue à penser en termes de groupes séparés, et si nous poursuivons sur cette voie, nous glisserons inévitablement vers une politique woke toujours plus agressive, qui poussera les gens à considérer leurs voisins comme des ennemis. La politique woke est l'un des thèmes centraux de votre nouveau livre Sleepwalking into Wokeness, que j'ai lu avec grand intérêt. C'est un ouvrage intéressant en ceci que vous avez assisté à de nombreux événements. Vous observez la politique depuis longtemps, depuis l'époque de Margaret Thatcher dans les années 80. Parlez-moi un peu de votre parcours et de ce qui vous a amené en Europe centrale. J'ai grandi en Angleterre avec une mère anglaise et un père irlandais. À l'époque, souvenez-vous, je suis né en 1942, la Grande-Bretagne était plutôt satisfaite d'elle-même. Après tout, elle venait de gagner la Seconde Guerre mondiale. Cette victoire était perçue comme légitime et suscitait une vraie fierté nationale. Mon père était irlandais et j'ai fréquenté une école catholique où presque tous les garçons s'appelaient Murphy ou O'Brien. Pourtant, nous ne nous considérions pas comme irlandais. Nous nous voyions comme britanniques avec des parents irlandais, dont beaucoup avaient immigré pour combattre les Allemands pendant la guerre. À cette époque, il n'y avait pas encore le ressentiment qui s'est développé à la fin des années 60 et au début des années 70. J'ai toujours baigné dans la politique. D'ailleurs, je crois être la seule personne à figurer dans le Guinness Book des records pour avoir menti sur son âge afin de rejoindre les jeunes conservateurs. L'agent du parti m'avait pourtant mis en garde. Vous êtes jeune, profitez de la vie, ne vous mêlez pas de politique.
Mais une fois à l'université, j'ai plongé dedans à fond, en m'impliquant activement dans la politique étudiante. Mon premier job, je l'ai décroché au sein du Parti conservateur où j'éditais un petit magazine. Je l'ai pris très au sérieux et j'en ai fait un vrai journal. Il restait confidentiel, mais ceux qui le lisaient l'appréciaient. C'était ce qui m'a mené vers le journalisme. Après un passage éclair dans ce poste, j'ai rejoint le Daily Telegraph. Puis, on m'a proposé de travailler à la télévision et à la radio irlandaise. C'est là que j'ai véritablement appris le métier. J'ai eu la chance d'être entouré de journalistes brillants, dynamiques et incisifs. Ils ne m'ont jamais encouragé à être agressif, mais ils m'ont appris les règles du jeu et les fondamentaux du métier. Par la suite, j'ai été sketchwriter parlementaire pour le Telegraph pendant 10 ans. C'est un poste assez particulier. Il s'agit de raconter les débats de la veille au Parlement sur un ton satirique, un peu comme un critique de théâtre. C'est un rôle redoutable car aucun député ne s'inquiète vraiment de savoir si son discours figure dans le compte-rendu officiel, mais tous redoutent d'être tournés en ridicule dans le sketch. J'ai soutenu Margaret Thatcher quand elle s'est présentée à la tête du Parti conservateur. Le Telegraph comptait sur moi pour garder un lien avec elle, ce que j'ai fait jusqu'à sa victoire aux élections. À ce moment-là, j'ai mis le cap sur les États-Unis pour travailler à la Heritage Foundation. À mon retour, Madame Thatcher m'a demandé de rejoindre son équipe à Downing Street comme conseiller spécial sur plusieurs sujets. Quand ce rôle a pris fin, une autre mission s'est présentée, cette fois non rémunérée. Rédacteur de discours. Et quel privilège! Margaret Thatcher réfléchissait énormément en écrivant ses discours. Un ministre, quand il gère son portefeuille, adopte une vision administrative, technique, dictée par les contraintes de son ministère. Il ne pense pas forcément en termes politiques. Mais une question essentielle se pose. Comment vendre tout cela aux Britanniques? Que faut-il modifier pour rendre le message plus audible? Que mettre en avant? C'est dans cette dynamique qu'elle élaborait ses idées, souvent en discutant autour d'une table avec une poignée de collaborateurs. J'ai eu la chance d'être de ceux-là et de participer à cette réflexion politique. Just very, very briefly, was she Nous avons une vision très stéréotypée, presque mythique de Margaret Thatcher. Était-elle réellement comme on l'imagine? Was she like that in reality? Vous pensez à son côté boudica, n'est-ce pas? Elle avait un peu de ça, oui, mais aussi tout d'une simple ménagère anglaise. Si vous étiez venu l'interviewer, sa première préoccupation aurait été de s'assurer que vous n'étiez pas assis dans un courant d'air, que vous étiez bien installé, et si vous vouliez une tasse de café. Elle redevenait instantanément cette femme anglaise de la classe moyenne, chaleureuse et attentive au bien-être de son invité. Et ça, elle ne l'a jamais perdu. Son personnel avait une formule pour la décrire. Elle donnait des coups vers le haut et des baisers vers le bas. Elle avait un vrai souci pour les personnes qui exerçaient les métiers les plus modestes. Rien n'était trop beau, surtout pour les policiers chargés de sa protection. Elle savait qu'ils étaient prêts à prendre une balle pour elle, mais les ministres, les hauts fonctionnaires, à ses yeux, ils étaient déjà très bien payés, bien traités, et leur devoir était de faire le travail pour lequel les Britanniques les rémunéraient. Et je crois qu'avec le temps, les fonctionnaires ont fini par le comprendre. Et surtout, le peuple britannique l'a ressenti. Madame Thatcher a connu des périodes d'impopularité, bien sûr, mais après les premières années, je pense qu'il n'y a jamais eu un moment où les Britanniques ont douté qu'elle était de leur côté. Ils savaient qu'elle se battait pour eux. Et ça, c'est une différence énorme avec aujourd'hui. En quel sens? Parce que les Britanniques ont le sentiment que leur gouvernement ne se bat pas pour eux? Oui, et c'est vrai dans toute l'Europe. Les citoyens ont l'impression qu'il existe une classe dirigeante, une classe politique qui fonctionne comme une sorte d'oligarchie, veillant avant tout à ses propres intérêts. Bien sûr, du point de vue de ces élites, ces intérêts peuvent être justifiés par des principes politiques ou par la volonté de garantir le bien-être général. Mais ce n'est pas ainsi qu'ils sont perçus par la population, et je pense que ce scepticisme est justifié. Ces élites ont fini par considérer qu'une grande partie de leurs électeurs sont tournés vers le passé.
Le terme déplorable me vient à l'esprit. Exactly, all of that kind of thing. No governing class, no political Exactement, party, ce genre de qualificatif, aucune classe dirigeante, aucun parti, aucun leader ne peut penser ainsi de son peuple et espérer réussir. Il faut respecter ses électeurs, même quand on est en profond désaccord avec eux. D'ailleurs, face à quelqu'un dont on sait qu'il ne partage pas notre point de vue, il y a une façon simple mais efficace de répondre. Je vais vous donner la réponse, mais je vous préviens, elle ne va pas vous plaire. En annonçant les choses ainsi, on donne le ton. L'interlocuteur peut alors se dire « Bon, je ne suis pas d'accord, mais au moins, c'est honnête. » On peut en discuter. Cette capacité à assumer ses positions et à engager un vrai dialogue, c'est justement ce qui manque à beaucoup de politiciens aujourd'hui. Madame Thatcher, elle, l'avait bien compris. Une phrase qu'elle répétait souvent en réunion était « Mais qu'en penserait Madame Buggins ?» Madame Buggins, c'était son électeur type, une figure fictive représentant le Britannique moyen. Et quand elle envisageait de recruter quelqu'un ou de parler d'une personne dans un discours, elle posait toujours la même question. Est-ce que c'est l'un des nôtres ? Par là, elle ne cherchait pas à savoir si cette personne appartenait à une élite, mais si elle partageait les valeurs et les préoccupations du grand public britannique. Est-ce qu'elle nous ressemble? Nous apprécie-t-elle? Et nous, l'apprécions-nous? Autrement dit, est-elle en phase avec ceux que nous représentons? Vous m'avez dit quelque chose qui m'a marqué quand on parlait de votre livre. La violence s'infiltre dans le tissu des sociétés lorsque les gouvernements traitent les criminels comme s'ils étaient des politiciens. Cela s'applique à l'Irlande, bien sûr, mais aussi à toute situation où l'on manifeste une forme de sympathie pour le terrorisme ou où l'on s'imagine que les terroristes détiennent d'une manière ou d'une autre la clé de la résolution du problème. Je ne parle pas ici de leur propre solution, mais de cette idée selon laquelle, si on les traite avec suffisamment de respect, on finira par trouver une issue. Les gouvernements doivent garder en tête une chose essentielle. Les populations ne sont pas représentées par des groupes armés. Dans l'écrasante majorité des cas, je ne peux pas dire toujours, mais presque, les citoyens n'approuvent pas ceux qui tuent leurs voisins et qui, un jour, pourraient les tuer eux aussi, même si leur cause semble idéologiquement proche. C'est pourquoi il est extrêmement dangereux, au niveau national, de délaisser les représentants élus. Les conseillers municipaux, les responsables locaux, au profit de groupes radicaux sous prétexte qu'ils seraient incontournables. Ce phénomène est particulièrement visible dans les sociétés marquées par des divisions raciales ou religieuses. En Irlande, par exemple, ce rôle était tenu par l'IRA, dont le visage politique était le Sinn Féin. Mais souvenez-vous que plus nous avons accordé d'attention au Sinn Féin et délaissé le Social Democratic au Labour Party, qui représentait pourtant une plus grande partie de la minorité catholique, plus le STLP s'est affaibli et le Sinn Féin s'est renforcé. Résultat, aujourd'hui, le Sinn Féin est devenu un acteur politique majeur dans toute l'Irlande. Et nous nous retrouvons face à un scénario préoccupant. Un parti contrôlé par une armée secrète pourrait gouverner. Et ce n'est pas propre à l'Irlande. On retrouve ce schéma ailleurs chaque fois que certaines institutions choisissent, encore et encore, de flatter et de renforcer les éléments les plus radicaux dans les conflits raciaux et religieux. Pourquoi? Parce qu'elles estiment que ce sont ces groupes qui ont le pouvoir de semer le chaos. Elles se disent « Pourquoi dialoguer avec des personnes respectables qui défendent leur cause avec décence ? Ce sont les fauteurs de troubles qu'il faut gérer. Mais je ne pense pas qu'on ait à traiter avec eux, et je pense même qu'on ne devrait pas. » Je vais vous citer Conor Cruise O'Brien. Donner des interviews télévisées aux chefs terroristes est une incitation au meurtre, car ils savent qu'ils ne seraient pas invités à la télévision, ni cités favorablement dans la presse s'ils n'étaient pas prêts à tuer. En réalité, ils sont toujours prêts à brandir cette menace. C'est intéressant parce que ça vaut aussi à une moindre échelle pour les émeutes et autres troubles du même genre.
Oui, exactement. Et on le voit très clairement aujourd'hui avec le soutien dont bénéficie le Hamas sur de nombreux campus universitaires américains. Ce qui me sidère, c'est à quel point certains ignorent ce qu'est réellement le Hamas. Comme on l'a vu le 7 octobre, cette organisation assassine des civils juifs et israéliens innocents. Mais ce n'est pas tout, elle élimine aussi ses opposants politiques. Elle commet aussi des atrocités en matière de droits de l'homme et fonctionne en réalité comme un groupe criminel basé sur le meurtre, tout en prétendant défendre une cause politique légitime. Leurs revendications sont génocidaires, c'est indiscutable pour le Hamas. On pourrait même dire que c'est implicitement vrai pour l'Organisation de libération de la Palestine. Et ce que beaucoup semblent oublier, comme l'a rappelé même Bill Clinton, c'est que les Palestiniens ont déjà eu l'occasion d'obtenir un État. Lorsqu'il était à la Maison-Blanche, une proposition très avantageuse leur a été faite, un accord avait été trouvé, mais Yasser Arafat est rentré sous les acclamations après avoir rejeté cette offre. Qu'en est-il de l'augmentation de la violence dans notre société ? Je pense à ces grandes villes américaines où, dans les pharmacies ouvertes 24 heures sur 24, il faut désormais demander à un employé d'ouvrir un compartiment verrouillé pour obtenir presque n'importe quel produit. Les taux de criminalité ont considérablement augmenté. Ce qui s'est passé, c'est qu'au cours d'une série d'émeutes, une partie de l'establishment, en général le Parti démocrate, a refusé de rétablir l'ordre et d'en faire une priorité. Pourtant, c'est l'une de ses obligations fondamentales. George Soros a investi des sommes colossales pour faire élire des procureurs qui relâchent les criminels ou renoncent à poursuivre certains délits. Résultat, quand il devient possible de voler tout ce qu'on veut sous un certain montant, disons $1000, sans risquer la moindre conséquence, puisque personne ne sera poursuivi, est-ce vraiment surprenant que les vols explosent? Les entreprises, elles, finissent par tirer les conclusions qui s'imposent. Si elles ne peuvent plus faire de bénéfices, voire limiter leurs pertes, parce que la criminalité reste hors de contrôle dans certains quartiers, elles s'en vont. Or, protéger les citoyens contre la criminalité, c'est sans doute le service le plus précieux que l'État puisse rendre aux populations défavorisées, en particulier à ceux qui travaillent dur et essayent de s'en sortir. Mais cette mission a été abandonnée. Le Parti démocrate a perdu le lien avec ses électeurs ouvriers, y compris avec ses soutiens noirs et hispaniques. De plus en plus d'entre eux se tournent vers les républicains parce que ces derniers s'engagent à considérer la sécurité comme une priorité sociale. Et ils ont raison. Traditionally, this is sort of the, Traditionnellement, le gouvernement n'était censé remplir que quelques fonctions essentielles, mais celle-ci en faisait assurément partie. Oui, au XIXe siècle, dans un état minimal, le rôle principal du gouvernement était de protéger la population contre les invasions étrangères et la criminalité intérieure. C'est vrai, mais cette conception n'a pratiquement pas évolué depuis les années 1880. Aujourd'hui, une grande partie du discours politique de la gauche consiste à promettre des choses qui existent en réalité depuis longtemps. Sont-elles bien appliquées? Non, et là-dessus, je suis entièrement d'accord. Elles sont souvent mises en œuvre de manière inefficace. L'un des plus grands échecs, c'est l'aide aux plus démunis. Aider les populations les plus pauvres à s'en sortir est une tâche difficile, pour elles comme pour ceux qui essayent de les aider. Mais quoi qu'il en soit, c'est toujours moins difficile que de les laisser sombrer dans le désespoir et condamner à des vies dont elles ne sont pas fières, dont elles tentent désespérément de s'échapper. Ces problèmes sont complexes et je ne prétends pas avoir de solution miracle. Mais une chose est sûre, le travail social tel qu'il est pratiqué aujourd'hui ne fonctionne pas. Il est plus qu'urgent de repenser notre approche. Dans Sleepwalking into Wokeness, vous décrivez ce processus en détail. On a déjà parlé de la politique woke, mais selon vous, quels ont été les moments clés depuis les années 1880 où les choses ont vraiment commencé à basculer?
Je vous recommanderai un livre fascinant écrit par un grand sociologue gallois, Christy Davies. Il nous a quittés il y a 2 ou 3 ans, mais c'était un esprit brillant. Son ouvrage, L'étrange mort de la Grande-Bretagne morale, analyse ce qui a mal tourné et conduit à certains changements majeurs, notamment l'émergence au Royaume-Uni d'une sous-classe sociale ravagée par l'alcool, la drogue, la promiscuité, l'effondrement des familles et la montée de la criminalité. En 1880, la classe ouvrière britannique était extrêmement respectable, et même si, au fil du temps, elle est restée majoritairement honorable, à 80% voire 90%, une sous-classe marginale est apparue. Christy Davies a mis en évidence 2 évolutions parallèles. D'un côté, l'augmentation des naissances hors mariage, chez les femmes comme chez les hommes. De l'autre, la montée de la petite criminalité. C'est un sujet dont peu de gens aiment parler, moi y compris, parce qu'aujourd'hui, on comprend mieux la réalité des mères célibataires et on reconnaît leurs mérites. Mais il faut être honnête, il est sans doute préférable qu'une mère ne soit pas seule pour élever un enfant, et il est indéniable qu'un enfant grandit mieux avec ses 2 parents. Le problème, c'est qu'on est devenu trop frileux. On hésite à proposer de bonnes politiques, à promouvoir des valeurs saines, par peur de stigmatiser ceux qui ne les suivent pas. Pourtant, personne ne détient toutes les vertus, et on n'en a jamais assez dans une vie. Mais avoir des idéaux élevés et chercher à les appliquer, c'est essentiel. Que ce soit en politique sociale, dans l'éducation familiale ou dans la vie de tous les jours. J'aimerais revenir un instant sur ce livre, car il soulève une autre question cruciale. La manière dont la démocratie est sapée par le transfert du pouvoir vers des entités qui ne sont pas démocratiques et ne rendent pas de compte aux électeurs. Ce phénomène touche la plupart des pays occidentaux. C'est l'une des raisons du Brexit, et plus largement de la montée des révoltes contre cette tendance en Europe. On l'observe aussi au niveau international avec un glissement du pouvoir vers des structures sans légitimité démocratique. Il semble y avoir des mouvements populistes qui émergent partout dans le monde, où l'on constate une divergence croissante entre ce que veulent les citoyens et ce que les structures gouvernementales cherchent à imposer. C'est de cela dont nous parlons. C'est en partie ce dont je parle, mais il y a un autre aspect à considérer. Prenons un exemple, une institution majeure, les Nations Unies. L'ONU repose sur 3 piliers. D'abord, le Conseil de sécurité, une structure classique où les grandes puissances tentent de gérer ensemble les crises internationales avant qu'elles ne dégénèrent. Ensuite, l'Assemblée générale, que Conor Cruise O'Brien décrivait comme le théâtre du grand psychodrame entre la culpabilité occidentale et les revendications du tiers-monde. Ce n'est pas une bonne chose, mais au moins, ses pouvoirs sont limités. Et puis, il y a une création plus récente, apparue ces 20 dernières années, le secrétariat de l'ONU. Celui-ci est devenu un acteur politique à part entière, qui cherche à imposer un agenda mondial à travers une série de conférences internationales. Certains pourraient arguer qu'il est légitime pour défendre la lutte contre le changement climatique, mais pour les politiques économiques et sociales, comme les normes environnementales, sociales et de gouvernance, cela ne se justifie pas. Ces institutions internationales ne rendent de compte à personne alors qu'elles devraient être au service des États démocratiques. En réalité, elles sont dirigées par une élite post-nationale qui cherche à instrumentaliser les États-nations et les gouvernements nationaux pour promouvoir ses propres idées politiques. C'est un phénomène que j'analyse dans mon livre et il devient de plus en plus intrusif et antidémocratique. On en arrive à une situation où des décisions budgétaires prises par des gouvernements occidentaux sont contestées par l'ONU, sous prétexte qu'elles violeraient un traité révisé dont personne ne pensait qu'il s'appliquait aux politiques sociales des États. L'ONU envoie même des représentants faire la leçon au gouvernement qui leur expliquent qu'ils ne respectent pas tel ou tel aspect du droit international et qui leur dictent leurs choix budgétaires. Elle se permet de juger leur fiscalité, leurs aides sociales et exige des changements. Mais ce n'est absolument pas son rôle. Elle n'a ni la légitimité,
ni le mandat démocratique pour ça. La vision européenne, elle, repose sur l'idée que la légitimité vient d'une sphère abstraite et supérieure et qu'elle descend aux États qui gouvernent les peuples. Je pense que l'on devrait exiger des organisations internationales de respecter la souveraineté des États démocratiques. Quant aux États non démocratiques, l'ONU ne cherche même pas à les réformer. Pourquoi ? Parce qu'ils lui assurent un soutien massif lors des votes et elle préfère éviter de les contrarier. Ce glissement a commencé après 1989 de manière progressive par 1000 petits changements imperceptibles jusqu'à ce que nous soyons contraints de modifier nos politiques sous prétexte qu'elles violeraient des règles que nous n'avons jamais discutées avec d'autres pays. Personne n'aurait imaginé que la Cour internationale de justice pourrait un jour chercher à organiser l'arrestation de Netanyahou. Peut-être qu'elle ne le fera pas au final. Mais le simple fait que cette idée circule en Europe occidentale est absurde. C'est totalement injustifié et il n'y a aucune raison de reconnaître l'autorité d'une institution qui viole ses propres règles. Tout cela reflète une profonde démoralisation des sociétés occidentales. Pourquoi ? On entend souvent que l'Occident a accepté une forme de culpabilité historique, notamment sur la colonisation. Mais cette culpabilité est interprétée de manière totalement biaisée. Au lieu d'y voir un phénomène complexe, avec du bon et du mauvais, de l'assistance et de l'exploitation, on l'a réduit aujourd'hui à quelque chose d'aussi abominable que la Shoah. Mais ce n'est pas la réalité. Prenons un exemple. Sous domination britannique, la population de l'Inde a fortement augmenté. Ce sont donc des situations complexes traitées de façon simpliste. On s'accable de fautes qui, d'une part, n'ont pas lieu d'être, et d'autre part, ne sont pas entièrement ou exclusivement de notre responsabilité. La Grande-Bretagne a été la première à abolir l'esclavage et à lutter activement contre son maintien. Pourtant, c'est presque le seul pays à qui l'on réclame aujourd'hui des réparations. C'est un non-sens historique. On a observé un phénomène dont Mark Andreessen a parlé dans un podcast avec Joe Rogan et que j'ai trouvé fascinant. Il s'agit de ce qu'on appelle la falsification des préférences. L'idée que les gens n'expriment pas vraiment ce qu'ils pensent parce que le coût social est trop élevé. Mais on dirait que ça commence à changer, qu'il y a un effet domino. De plus en plus de gens osent être honnêtes sur leurs opinions, en parler ouvertement. Et ça permet enfin d'avoir de vraies conversations. Est-ce quelque chose que vous observez aussi? Oui, et c'est la deuxième fois que je le remarque. Si vous lisez Le démon dans la démocratie de Ryszard Legutko, il décrit une situation très proche de celle qu'on a connue entre 1988 et 1990. Il parle bien sûr de la Pologne, mais aussi des sociétés d'Europe centrale et des régimes communistes en général. Le système était en train de s'effondrer et même ces vétérans le sentaient. Ils perdaient la confiance qui leur avait permis, pendant 60 ans, d'imposer un contrôle idéologique pendant 60 ans. Petit à petit, tout le monde a commencé à le ressentir. Comme le dit Legutko, c'était presque la période la plus libre de sa vie. Je pense qu'on vit quelque chose de similaire aujourd'hui, peut-être pas encore sur les campus américains, mais ça finira sans doute par y arriver. Plus largement, cela élargit considérablement la gamme des opinions jugées acceptables ou légitimes. L'exemple le plus frappant, selon moi, c'est la volonté d'Elon Musk d'ouvrir le débat sur ce qui est devenu la plus grande plateforme d'information au monde, X. Ce n'est pas juste un symptôme du changement, c'est aussi un moteur du changement. Alors oui, Musk peut parfois aller trop loin et dire des choses extravagantes, mais il joue un rôle clé en permettant un débat plus ouvert. Et ça, on devrait lui en être reconnaissant. Avant lui, j'aurais dit la même chose de Rupert Murdoch. S'il est autant détesté par la gauche, c'est qu'il a toujours permis l'expression d'opinions qui lui déplaisaient profondément. Je ne parle pas des libéraux qui acceptent le débat et la confrontation d'idées, mais des progressistes les plus radicaux, ceux qui sont devenus woke ou quasi-woke et qui ont le réflexe immédiat de couper le micro dès qu'une opinion les dérange.
Ces 2 ou 3 dernières années, j'ai entendu des Hongrois revenus d'Amérique dire qu'ils n'aimaient pas ce qu'ils y avaient vu. Ils retrouvaient le même type de langage et d'arguments que sous le régime communiste. Ça les inquiétait profondément. On sait maintenant que pendant la crise du Covid, certaines plateformes ont censuré des informations à la demande du gouvernement, sous prétexte qu'il s'agissait de désinformation et que seuls détenaient la vérité officielle. Mais avec le recul, on sait aujourd'hui que le gouvernement s'est trompé, que certains de ces scientifiques indépendants avaient raison. Pas toujours, mais dans bien des cas. Et ça ne concerne pas que le Covid, d'autres décisions politiques sensibles ont suivi le même schéma. Ce qu'il nous faut, c'est donc un débat ouvert et robuste. Évidemment, ça implique parfois d'être blessé dans son amour-propre, mais encaisser fait partie de la vie. Et on est tous passés par là. Il arrive qu'on se prenne une humiliation, qu'on rentre chez soi en se disant « je ne remettrai plus jamais les pieds dehors », mais au final, on en ressort plus fort. C'est ce que les snowflakes doivent apprendre. Ils découvriront, à leur grande surprise, que certains des moments les plus formateurs de leur vie auront été ceux où ils ont reçu une critique, compris qu'elle était justifiée et décidé de ne plus refaire la même erreur. Cela étant, j'espère ne pas donner l'impression de jouer les philosophes sages, car ma propre vie ne me le permettrait pas et j'ai fait ma part d'erreurs. Nous vivons dans une société qui, à bien des égards, est éclatée. Tout le monde s'accorde sur ce point. Quels sont, selon vous, les éléments essentiels pour améliorer la situation? Well, let me put it this way. Nous parlions de mon travail avec Madame Thatcher quand j'étais chroniqueur et éditorialiste au Daily Telegraph. Mes collègues et moi savions très bien que nous ne représentions pas l'opinion majoritaire. Nous étions la voix d'une minorité conservatrice solide, mais nous avions conscience que les dés étaient pipés contre nous. On plaisantait souvent en disant que le meilleur moyen de ne jamais être invité sur la BBC, c'était d'être éditorialiste au Daily Telegraph. Mais loin de nous décourager, ce contexte nous stimulait. Nous étions jeunes et nous avions le sentiment non pas d'être assiégés, mais d'avoir une mission à accomplir. Dans l'introduction de ses mémoires, Madame Thatcher cite Lord Chatham, devenu Premier ministre à un moment critique de l'histoire de l'Empire britannique. Il avait déclaré « Je sais que je peux sauver ce pays et que personne d'autre ne le peut ». Elle admettait que c'était une pensée prétentieuse et hésitait à la formuler ainsi, mais je pense, et la plupart des Britanniques le pensent aussi, qu'elle a bel et bien rempli cette mission. Je ne crois pas que la situation actuelle soit si désespérée qu'il faille tout abandonner. Les jeunes générations qui ont une vision sensée du monde doivent pouvoir nourrir de telles ambitions. Comme l'a dit Ronald Reagan, tous les problèmes ne sont pas complexes. Certains sont en réalité très simples, mais difficiles à résoudre. Il faut des dirigeants qui, entre autres, aient le courage d'exiger certains sacrifices pour des gains plus importants à long terme. Mais encore faut-il qu'ils sachent l'expliquer clairement pour rallier une part significative de la population. Quand on y parvient, on peut accomplir des choses étonnantes. Après tout, la vie ne devrait pas ressembler à un combat perpétuel. Chaque génération bénéficie des sacrifices du passé. Nous devons en être conscients alors que nous nous préparons à ce que nous aurons sans doute à consentir dans les années à venir. Donc, en d'autres termes, il ne faut pas se demander ce que son pays peut faire pour soi, mais ce que l'on peut faire pour son pays. Ou bien on peut dire, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre voisin, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre famille, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Évidemment, très peu d'entre nous deviendront présidents ou verront leur nom inscrit dans les livres d'histoire. Mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas être des héros à une échelle plus locale. John, cette conversation était très intéressante. Avez-vous un dernier mot avant de conclure? Je dirais simplement que ce livre est né d'une sélection d'essais écrits au fil des années, chacun explorant un aspect différent de la crise et la façon dont ils s'entremêlent. Il y a des héros dans cette histoire. Vous parliez de héros du quotidien. J'en ai mentionné un dans le contexte du terrorisme, Sean O'Callaghan. J'ai eu la chance de le connaître. Il a rejoint l'IRA et tué 2 personnes.
Mais ensuite, il a vécu une transformation morale d'une intensité presque dostoïevskienne. Il a compris qu'il était du mauvais côté. Alors, il a pris contact avec les services de renseignement irlandais et britanniques et est devenu informateur, livrant des renseignements cruciaux sur des attentats et des bombes sur le point d'exploser. Grâce à lui, de nombreuses vies ont été sauvées, mais ça ne lui suffisait pas. Il est allé encore plus loin. Il s'est lui-même rendu à la police de Tunbridge Wells et, sur la base de ses propres aveux, a été condamné pour meurtre. J'étais présent à son enterrement. Parmi les personnes présentes, il y avait les familles des 2 personnes qu'il avait tuées. Il avait demandé que cette cérémonie soit aussi en leur mémoire. Son fils, avec d'autres, est aujourd'hui très impliqué dans ce que j'appelle le mouvement post-terroriste et antiterroriste qui tente de convaincre des individus de renoncer à la violence. Sean O'Callaghan a mené une vie marquée par la rédemption et le courage. C'est un homme qui a su se relever d'un endroit très sombre pour atteindre une forme d'héroïsme discret mais incontestable. C'est une belle histoire, vous savez, cette idée de rédemption et, je suppose, de réconciliation possible. Oui, c'est ça. Et ça arrive, ça doit même arriver. On peut y parvenir, à condition d'y travailler vraiment. Des membres des familles de ses premières victimes étaient présents à son enterrement. J'ai connu des héros plus évidemment héroïques, mais aucun n'a autant marqué ma vie que lui. John O'Sullivan, c'est un réel plaisir de vous avoir reçu dans l'émission. Merci beaucoup et merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer si longuement. Merci à vous tous d'avoir suivi cet épisode de American Thought Leaders.